Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Alors ici, vous le savez, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir et tout ça de manière décomplexée. Aujourd'hui dans Kiffe ta race, nous allons aborder un sujet qui suscite des vagues incroyables en France et ce depuis plusieurs décennies. Nommé tchador, foulard, voile islamique, hijab, ce bout de tissu que des femmes musulmanes portent sur la tête est désigné de manière différente selon sa forme, le contexte culturel et aussi selon la personne qui l'invoque, ou qui l'évoque plutôt. Et surtout, il fait l'objet d'une très forte volonté de contrôle et de régulation. Faut-il interdire le voile? Et si oui, dans quels espaces? Est-ce vraiment antiféministe que de porter le voile? Que cachent les débats récurrents sur la laïcité qui ne semblent se focaliser que sur la visibilité de l'islam en France? Et pourquoi ces discussions mobilisent tout le monde, sauf les principales concernées, qui sont rarement invités à s'exprimer à la table des débats, alors qu'il est question de leur corps. Aujourd'hui, dans Kiffe ta race, nous avons décidé de nous plonger dans les méandres du voile, une obsession bien française. Et nous avons le plaisir de recevoir la journaliste et productrice Nadia Lazouni, qui a accepté de nous livrer son témoignage. Salut Nadia. Salut Nadia. Salut Grace, salut Rokhaya. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Alors tu es la fondatrice de Speak Up Channel. C'est un média auquel tu es dédiée à plein temps depuis 2017 maintenant et qui diffuse ton émission le Nadia Lazouni Show que tu animes et où tu abordes des questions de société avec tes invités. Dans Kiffe ta race, nous avons un rituel, Nadia. Nous demandons aux personnes que nous invitons de se situer sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent, d'où il ou elle parle. Par exemple, Grace, tu es asiatique, ça n'a pas changé depuis le début de l'année. Et moi, je suis toujours noire. Est-ce que toi, Nadia, tu te définis sur ce plan-là? Et si oui, comment? Alors moi, je me définis comme française d'origine maghrébine et de confession musulmane. Voilà. Après, parmi toutes ces identités, celle à laquelle on m'identifie le plus et celle avec laquelle je me sens beaucoup plus en phase, c'est l'islam, mon appartenance religieuse. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert que tu avais cette identité-là ou que tu étais perçue de cette manière-là? Oui, j'ai une anecdote justement à partager qui est très éloquente. C'était en CM1, dans la classe de Monsieur Évrard, un professeur que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup. Et on avait donc étudié justement cet épisode de Charles Martel qui arrive à Poitiers. Et il dit devant toute la classe, donc autant dire que je suis née, j'ai grandi en fait en Normandie, donc il n'y avait pas une grande diversité dans ma classe, en tout cas dans cette école. Et il dit heureusement, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Vous imaginez ce qu'on serait devenu? Et ça m'a profondément blessée. Et je me souviens que je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré. Et je pense que c'est là que j'ai vraiment pris conscience de ma différence et que les temps allaient être durs et qu'il va falloir démultiplier en fait les efforts pour justifier notre présence et notre légitimité à être ici. Parce que tu t'es sentie visée, c'est ça, à ce moment-là? Ah mais oui, complètement. Parce que alors à cette époque, on se définissait pas spécialement comme musulman. On se définissait plutôt comme arabe, comme... Alors moi, je suis d'origine algérienne, donc on était algérien. Et en fait, finalement, cette identification, elle n'est pas spontanée. C'est le regard de l'autre qui nous pousse à nous définir comme ça. Parce qu'à cette époque, c'était systématiquement... Nadia, elle est française d'origine algérienne. C'était systématique, c'était toujours accolé à une origine étrangère et on l'a intégré en fait. Et comme aujourd'hui, quand je dis que je me sens plus en phase avec mon islamité, je pense que finalement, j'ai fini par intégrer tous ces débats qui nous essentialisent. C'est ça qui est terrible. Et je trouve ça assez difficile, cette anecdote que tu racontes, comment dans un endroit où tu es censé être en sécurité, parce qu'à l'école, c'est quand même l'école de la République, donc elle est ouverte à tous, etc. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de très inclusif normalement. Et là, tu t'es face à la façon dont on raconte l'histoire, hein, puisque c'est une perception de l'histoire, c'est une opinion sur l'histoire, c'est-à-dire heureusement, oui. Imagine, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, en Normandie? Comment t'as fait, en fait, pour aller de Poitiers? Charles Martel n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Hein. Voilà. Non, mais c'est horrible. Et je trouve qu'en tant que petite fille, en CM1, tu as eu 9 ans, enfin... Ouais. C'est violent. Ça fait mal. Bon. Et voilà. Et du coup, comme c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment tu te positionnes par rapport au port du foulard? Comme on te voit pas pendant qu'on parle, les gens ne... Voilà. Alors, par rapport au port du foulard, moi, il s'inscrit
pas dans le rapport avec les autres, mais vraiment dans le rapport avec le divin, avec Dieu. C'est l'aboutissement d'un cheminement spirituel. Je le porte depuis 7 ans, donc c'est quand même assez récent. C'était en 2012, à la suite d'un voyage qui lui aussi était donc spirituel. Puis c'est vraiment un choix mûrement réfléchi, et c'est un vêtement qui me permet d'être en paix avec moi-même. Je sais que c'est difficilement peut-être compréhensible pour certaines personnes, mais véritablement, si aujourd'hui on m'amputait finalement de cette part de moi, je serais très mal. Est-ce que c'est ce qu'on veut en fait finalement des Françaises de confession musulmane qui portent le hijab, d'être dans un mal-être? Et on sait ce à quoi peut mener en fait finalement le mal-être chez les individus. Donc voilà ce qui est pour moi le foulard. Et tu as dit sur un plateau de télé où tu as été invité pour donner la réplique à un homme politique issu du Rassemblement national que tu as dit il est plus approprié de parler de foulard parce que le foulard couvre et le voile dissimule. Et moi, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi est-ce que, du coup, en France, on dit tout le temps le voile. On dit le voile à l'école, le voile à l'université, le voile ci, le voile ça. Et du coup, pourquoi est-ce que on n'utilise que ce terme-là? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un débat sémantique, en fait, en rapport avec le foulard ou avec le voile. Enfin, si surtout lorsque c'est la classe politique, médiatique, enfin bref, toutes ces connivences qu'il y a parfois entre ces deux espaces, quand ils parlent de voile, il y a cette volonté peut-être de dire que c'est ce qui cache, c'est ce qui nie l'identité de la personne, etc. Et d'ailleurs, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, donc cette loi de 2011, on a beaucoup parlé de ce voile, de cette burqa qui couvre, on essaie de mettre la femme à l'abri des regards des autres, etc. Alors que je pense qu'il faut juste à un moment donné dédramatiser le truc et de dire non, en fait, les mecs, c'est un foulard. C'est juste un bout de tissu qu'on porte en fait sur la tête. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ce mot. Et puis en général, en plus, quand on parle des femmes qui portent le foulard, on dit d'elles qu'elles sont voilées. Donc en fait, on les réduit aussi à ce foulard, à ce voile, que lorsqu'on dit qu'on porte le foulard, ça va être très compliqué de dire oui, c'est des femmes foulardées. Voilà. Donc c'est vrai. Un petit subterfuge pour sortir en fait de cette aussi approche très réductrice en fait du voile ou du foulard. Ouais. Non mais c'est vrai. En plus, je fais souvent l'erreur et j'essaie de me corriger, mais je parle souvent de femmes voilées. Et c'est vrai que c'est très passif en fait, parce qu'elles sont voilées par qui? C'est comme si elles n'avaient pas pris part à ce processus et que finalement il y avait quelque chose d'extérieur qui les avait voilées et qui faisait d'elles des êtres un petit peu silencieux. Oui, et je trouve aussi, par ce que tu dis, Rokhaya, que le fait toute la sémantique autour du voile et du dévoilement, puisqu'il y a eu des cérémonies de dévoilement, et ce mot dévoilement, il y a un truc encore de civilisationnel et de trucs de on va dévoiler le grand secret. Voilà, il y a un truc on est les sauveurs, quoi. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Et donc toi, donc tu dis que tu portes un foulard depuis 7 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, dans la perception qu'on a de toi? Est-ce qu'il y a un avant ou un après, sachant qu'il y avait déjà eu pas mal de débats avant 2012? Oui. Alors qu'est-ce qui a changé? Alors moi, personnellement, avec moi-même, parce que ce que je disais, je me sens beaucoup plus en paix. Alors après, maintenant, dans mon rapport avec les gens, clairement, je ne postule plus à certains postes. Donc à l'époque, j'étais juriste, je travaillais dans des entreprises, et je me souviens que quand j'ai porté donc le hijab en 2012, j'avais postulé à un service juridique, et ça a été vraiment, c'était vraiment terrible en fait. C'est que je me souviens, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens comme je suis à cet entretien? Je garde le foulard, je le retire. Donc c'était encore récent. Mon cheminement était encore récent, donc c'était seulement 1 an, et je l'ai retiré, et je me souviens que j'avais pleuré et de me dire mais c'est quand même dingue de devoir renoncer à une part de moi, en plus pour un travail. Enfin, vraiment, pour moi, le travail, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc, et donc, je suis allée à cet entretien. Et puis, en plus de ça, j'avais l'impression je me mentais à moi-même, je mentais aussi à l'autre. Mais à la fois, on nous impose, en fait, finalement, ce mensonge. On nous enjoint, finalement, de dissimuler cette identité comme s'il y avait quelque chose à cacher, en fait. Comme s'il y avait quelque chose de suspect. Alors qu'en vérité, quand on est français de confession musulmane et qu'on choisit de porter le foulard, c'est une preuve qu'on est profondément français, parce qu'on est en train de dire je vous raconte comme je suis en vérité dans mon intimité. Donc c'est limite, on est encore plus proche des gens avec notre foulard. Enfin bon. Et après, juste une parenthèse, il faut rappeler que c'est pas illégal de recruter des gens qui portent un foulard. Voilà. Enfin, donc t'étais dans ton droit. Exactement. Merci effectivement Rokhaya de l'avoir rappelé. C'est que surtout à cette époque-là, oui clairement. Enfin, faut quand même le rappeler, c'est que dans les entreprises de droit privé, l'employeur est garant de la liberté religieuse de ses salariés. Mais c'est que finalement la politique, c'est tellement comment dire, il y a une
l'intrusion du politique, même dans les sphères privées, dans les entreprises, de toute façon on l'a bien vu avec l'affaire Decathlon, que du coup je me suis dit j'ai besoin de ce job en fait, j'avais besoin de gagner ma vie, je l'ai retiré, j'ai passé l'entretien et je me suis dit les 2 jours après j'ai remis mon foulard et je me suis dit non, je peux pas mentir davantage. Et en fait je me suis rendu compte que ils ont vu que j'avais pas changé, que j'étais la même personne. Je pouvais dealer avec les clients, dealer des contrats avec les clients. Je déjeunais avec des hommes parce qu'il y a toujours cette crainte qu'on ne puisse pas manger avec le sexe opposé, qu'on puisse pas serrer la main aussi au sexe opposé. Et donc finalement, j'ai été reconduite plusieurs fois dans cette relation de travail. Par contre, on peut renouveler 2 fois des CDD. Il a fallu après signer un CDI. Non, là, c'était plus possible parce que on n'est plus corporate. Alors que pourtant, on faisait l'affaire en fait sur ce poste-là. Et donc, ce qui fait qu'après, on intègre cette discrimination. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je suis une victime, on va dire, silencieuse de l'islamophobie. J'ai une personnalité plutôt forte où je m'assume quand même, mais à la fois, de manière très automatique, je l'ai complètement intégrée, je ne postulais plus à aucune offre. Parce que je ne voulais plus faire de compromis avec mes identités. Donc ça a complètement changé mes perspectives, mes ambitions professionnelles. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai dû reprendre mes études, apprendre sciences politiques en me disant dans le milieu des ONG, droits de l'homme, etc., ça va être un peu plus cool. En fait, c'est faux. Il y a cette même reproduction un peu de ces schémas qu'on voit dans des entreprises privées parce qu'ils ont aussi, dans les ONG, des objectifs. Ils ont aussi des partenaires avec qui ils dealent. Et donc, parfois, c'est aussi compliqué de présenter une femme qui porte un foulard. Et je me suis retrouvée là où je ne voulais absolument pas être, dans une ONG communautaire. Voilà, et c'est ça qui me rend dingue, c'est que quand on nous dit que vous êtes dans un séparatisme communautaire, mais c'est vous qui nous obligez à céder finalement à un moment donné à ce repli identitaire. Et je pense que c'est le plus gros reproche parce que moi, clairement, j'avais pas envie, je le redis, de me retrouver dans une ONG communautaire. Et puis, parce qu'on est, clairement, comment l'expliquer ? En plus, pour le coup, cette ONG, c'était des personnes qui n'avaient pas les mêmes formations universitaires, etc. que nous. Donc, on voit tout de suite un décalage dans les méthodes de travail. Donc, clairement, j'étais plus à l'aise dans une organisation d'entreprise non communautaire qu'une entreprise communautaire. Donc, tu as poussé d'une certaine manière indirectement. C'est ça, exactement. Et puis, voilà. Et après, je me suis dit, non, ça fait pas sens non plus, en fait, d'être là par contrainte, quelque part. Et c'est comme ça que j'ai créé mon média. Et là, moi, j'ai une question par rapport au féminisme d'une manière générale en France, puisque je pense que la question du droit des femmes, elle est centrale quand on parle de foulard, du vêtement. Bon, déjà... pourquoi est-ce que le foulard, le voile, je vais le dire le voile parce que c'est comme ça qu'on le dit en France, pourquoi est-ce que le voile est-il le symbole du patriarcat et de l'oppression des femmes, la soumission aussi, on parle beaucoup de soumission, de leur volonté de se soustraire au désir des hommes et du coup de l'opposition au féminisme. C'est comme ça qu'est construit le voile en France. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, moi, quand je vois des femmes dire ça, surtout des femmes, parce que bon, les hommes, s'ils comprennent pas, bon, écoute. Non, mais, on va pas leur demander non plus de tout comprendre. Mais une autre femme, quand je vois maintenant féministe universaliste ou féministe laïcarde, je me dis, mais en fait, à quel moment, toi, est-ce que tu vas dire à une autre femme, toi, ce que tu fais, c'est te soumettre à quelque chose. En fait, moi, je voudrais savoir, toi, comment tu le vois quand tu rencontres une femme et que tu as cette discussion-là et, et que tu es jugé par rapport à ça. Alors moi, j'ai envie de leur répondre, là, vous voyez un signe d'oppression, un signe de soumission. Pour moi, le foulard, c'est un signe d'intégration. Au contraire, à la sphère publique, c'est un signe d'intégration à se vivre ensemble, dont on parle tous, sans se rayer soi-même. En fait, finalement, c'est ce que je disais un peu avant, c'est que mon foulard me permet d'être au plus proche des gens. En fait, c'est grâce à mon foulard que je peux interagir, que je peux aller travailler, que je peux aller faire du sport, que je peux créer mon média, que je peux faire des interviews avec des femmes, des hommes de manière complètement libre et épanouie et de manière très confortable. Donc, je pense qu'après, l'expérience parle beaucoup plus que toutes ces théories autour du foulard. Vous, votre savoir, vous l'avez peut-être nourri dans des livres. Moi, je l'ai nourri dans ma condition de femme musulmane qui porte le foulard. Et je peux vous dire que ce n'est pas un signe d'oppression. Et ben alors, Rokhaya, toi, t'en sais quelque chose. T'as beaucoup débattu sur ces questions. Quand tu parlais, c'est pas plus, pour ceux qui voient comme un signe un indicateur d'une servitude, tu le disais, et c'est vrai à juste titre, c'est pas plus que des hauts talons qui sont très douloureux pour une femme lorsqu'on on passe une soirée dans des talons. Enfin, c'est quand même très inconfortable. Puis ça répond aussi à un dictat de la beauté qui a été défini en plus de ça par des hommes. Donc se dire féministe en
en militant contre le droit des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent, ça n'a aucun sens, c'est un contresens. Par rapport au talon, là, récemment, on a eu une discussion par rapport à ça médiatique parce qu'on a reparlé de cette obligation sur le tapis rouge de Cannes de porter des talons. Et encore une fois, là, au Japon aussi, il y a des femmes qui sont contraintes d'aller au travail en talons. Et encore une fois, là, ce qui est problématique, c'est l'obligation. C'est pas le fait de porter... c'est-à-dire que si une femme choisit de porter des talons parce qu'elle se sent belle en talons, libre à elle de se sentir belle en talons ou en mocassins. Enfin, je veux dire, donc en fait, il n'y a pas une manière d'être belle, et l'obligation de porter des talons, que ce soit au Festival de Cannes ou au Japon au travail, c'est que c'est cette image de se dire tu n'es belle que en talons. Ouais, tu n'as pas le choix surtout de disposer de ton corps comme tu le voudrais. Et moi, ce qui me frappe aussi dans tout ça, c'est vraiment qu'on prend le foulard de manière isolée. C'est-à-dire que les vêtements genrés, en fait, c'est ce qui structure notre société. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne s'habillent pas de la même manière. Nous, en tout cas en France, on porte des robes, des jupes, on a des magasins spécifiques pour les hommes et pour les femmes, ou des rayons dans les magasins, et donc c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre culture. Donc pourquoi tout d'un coup, ce signe-là qui va marquer un genre va être plus dangereux et plus patriarcal que finalement d'autres signes, y compris quand on pense par exemple à la jupe. Colette Guillaumin, la féministe, considérait que c'était un moyen d'entraver la motricité des femmes. C'est vrai que voilà, qui a mis une jupe un peu étroite, enfin je sais pas, quand vous êtes assise dans une voiture et que vous essayez de sortir avec une jupe, c'est la misère en fait. C'est vraiment relou. Enfin vraiment pour qui a essayé, les talons c'est douloureux. Il y a plein de stars, enfin je pense à Sarah Jessica Parker ou à d'autres qui ont des pieds complètement déformés parce qu'elles ont porté des talons pendant plusieurs décennies. Donc on peut dire elle fait ce qu'elle veut, mais on peut aussi s'interroger sur finalement c'est quoi la marge qu'on a de liberté. Donc moi ça m'étonne toujours qu'on veuille uniquement interroger le foulard, comme si dans la culture française ancienne, il n'y avait pas des signaux aussi qui marquaient les femmes et qui pouvaient aussi, qui pouvaient de toutes les façons leur faire beaucoup plus de tort qu'un foulard. Et puis surtout dans une France qui se définit et qui tout le temps se gargarise de cette tradition judéo-chrétienne. Le foulard est dans la tradition judéo-chrétienne. Alors c'est vrai que sur la question du voile, on va parler du voile, effectivement c'est peut-être plus parlant pour les auditeurs et auditrices, la question du voile a beaucoup évolué dans la religion catholique, mais en tout cas dans la religion juive, il y a toujours ce port du couvre-chef, qu'il s'agisse d'une perruque, qu'il s'agisse d'un turban, qu'il s'agisse d'un bonnet. Donc en fait c'est comme si quelque part... on essaie de dire de la femme musulmane qui porte un foulard que c'est une éternelle étrangère, que ce foulard vient d'ailleurs et raconte une histoire qui ne nous appartient pas. Alors que pour moi, tous ces débats autour de l'histoire révèlent l'ignorance en fait de notre histoire. De notre histoire en France. Et ouais, notre histoire de France. Par rapport à ce que tu dis, Nadia, je trouve ça intéressant aussi le fait que le foulard, le voile, n'a été réduit qu'à sa dimension religieuse. C'est-à-dire que de tout temps aussi, donc effectivement c'est un symbole religieux puisque, mais il n'est réduit qu'à ça, c'est-à-dire mais partout les personnes, les femmes ont porté des choses sur leur tête pour se protéger, parce qu'elles se trouvent jolies. Pour plein de choses, pour plein de raisons. Et même pour des raisons culturelles. Enfin, en Inde, il y a, alors je sais plus, c'est même pas en fait, je vais même pas parler de religion, c'est vraiment des femmes, c'est un marqueur en fait social pour dire qu'elles sont disponibles par exemple pour le mariage ou pas. Ça définit aussi un statut social, le foulard en fait dans d'autres régions du monde. Mais et ça tu l'avais aussi fait remarquer, c'est très juste, c'est qu'on a tellement un regard ethnocentré en fait sur le foulard, sur ce que la femme doit faire, etc. qu'on n'élargit pas en fait finalement notre pensée et en fait plus que l'élargir en fait on ne la nourrit même pas. Alors je voudrais revenir sur une polémique qui a secoué la France il y a quelques mois, une nouvelle autour d'un hijab qui est celui qui avait été produit par la marque Decathlon pour permettre aux runneuses de courir avec un tissu qui soit adapté. C'était donc il y a quelques semaines, ça a déclenché les foudres et je vous propose d'écouter un son d'une personne qui avait pris part de manière très active et très dynamique au débat. Et regardez la réaction de Xavier Rivoire, le responsable de la communication de Decathlon, qui dit que c'est presque un engagement sociétal pour lui. On est très très loin du temps où il y avait des sanctions sur l'Afrique du Sud pour pratiquer l'apartheid, par exemple, dans le sport. Aujourd'hui, en réalité, Decathlon est en train de fournir un outil d'apartheid sexuel, un outil qui est contre l'esprit même du sport. Le sport, c'est aussi un moyen d'émancipation, c'est un moyen de transcender les atavismes sociaux, culturels, raciaux, ethniques. Et puis, surtout, Decathlon, en investissant, en misant sur ce type d'accoutrement, nuit énormément au combat des femmes iraniennes qui, aujourd'hui, au péril de leur vie, essayent de se libérer du voile.
Alors là, c'est l'apocalypse. Hein. C'était très dur d'entendre cet extrait, sachez-le. Alors c'était BFM, Zineb El Razoui, qui est une journaliste très engagée. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tout dedans. On a l'apartheid, on a l'Afrique du Sud, on a l'Iran. Et moi je trouve ça en fait incroyable quand elle explique que ça. C'est vraiment mon appréciation de la question, mais elle explique que ça génère de l'apartheid, alors que je trouve qu'au contraire, permettre aux femmes de courir à l'extérieur de chez elles, de faire du sport à l'extérieur de chez elles, c'est au contraire leur permettre d'appréhender la sphère publique de manière égalitaire par rapport à tout le monde. D'autant plus qu'on sait que le sport à l'extérieur est majoritairement pratiqué par des hommes. Donc on a envie que davantage de femmes puissent s'emparer de cet espace-là. Et l'autre chose qui m'interpelle, c'est cette comparaison systématique avec des pays étrangers. Pour moi, il n'y a absolument pas de choses communes entre l'Iran, qui est une théocratie autoritaire, où les femmes n'ont pas d'autre choix que de porter un vêtement qui les couvre des pieds à la tête, et la France, qui est un pays qui se dit laïque et qui théoriquement autorise les femmes à faire des choix. Donc toi, tu l'as dit, Nadia, t'es normande, donc je pense que tu n'as pas de lien ni familiaux ni historiques avec l'Iran. L'Iran ni l'Arabie Saoudite, ni rien. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait finalement d'être interrogée à chaque fois et d'être rendue responsable de choses d'apartheid, d'Iran, de ségrégation, etc. Là, en fait, pour le coup, ça me fait rire. Enfin, c'est dramatique quelque part, mais c'est plutôt risible, en fait. Quand j'entends cette femme, alors il y a aussi autre chose qu'elle disait, quand elle dit aussi, quand on sait qu'elle parle d'émancipation, et c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise, qu'on a aussi un peu intégré dans notre vocabulaire, et c'est Valentine Zuber, qui est historienne de la laïcité, qui avait fait remarquer sur un plateau télé que ce mot-là, il est dérangeant, en fait, parce que c'est associé à l'esclavage. Et qu'en fait, on ne demande pas à être émancipé, on demande juste à avoir les mêmes droits que les hommes, en fait. C'est tout, il est là en fait notre combat. Après, cette femme, bon, elle a, je pense, c'est important de lui dire parce qu'elle m'a attaqué en plus sur les réseaux sociaux en insultant mon chiffon. Voilà, bon, c'était complètement gratuit. C'est très féministe. Ouais, voilà, c'est très non, mais c'est ça. Non, mais alors, si en plus de ça, elle pense pouvoir aider ces femmes à se libérer de l'oppression en les insultant, enfin, c'est un gros problème de pédagogie. C'est ce que j'ai envie de dire à cette femme et à tous les autres comme ça qui, finalement, on rend coupable ces femmes dont on pense qu'elles sont victimes. En fait, on incrimine ces femmes-là et donc pour les aider à se libérer, on les punit. Donc on leur interdit d'aller à l'école, donc avec la loi de 2004 qui interdit donc le foulard, on sait très bien que c'est ça, on va dire les choses clairement. Les signes religieux ostentatoires. Les signes religieux ostentatoires, mais quand on regarde les travaux préparatoires de la loi, c'était ok, bon, on va interdire le hijab, comment on fait pour pas que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel nous tape dessus, voilà. Pareil pour la loi de 2010, donc en fait ce séparatisme communautaire dont elle parle, cet apartheid, il est légiféré. C'est ça qu'il faut qu'elle entende, en fait. C'est qu'il est légiféré, il vient d'en haut, il vient pas d'en bas. Et ce qui a profondément, je pense, dérangé avec la polémique de Décathlon, c'est que Décathlon a dit à la France entière que les femmes musulmanes qui portent le foulard font du sport comme vous. Alors, parce que dans le discours dominant dans les médias, puisque c'est le réceptacle de ces idées-là nauséabondes, Décathlon a été vraiment le meilleur agent, le meilleur ambassadeur de ces femmes qui portent le foulard. Vous pensiez qu'elles étaient enfermées dans leur cuisine, en train de faire la popote, etc., ou en train de faire le ménage. Ben non, en fait, elles ont des activités comme les vôtres et elles partagent des centres d'intérêt avec vous. Et donc, Décathlon a finalement... J'aime pas un peu cette expression, mais je vais la dire, elle est très parlante. Construit des ponts entre deux France dont on pensait qu'elles s'opposaient, en fait. Et on se rend compte qu'on fait partie d'un même corps. Je pense que c'est vraiment ça qui a provoqué cette hystérie autour de Décathlon. Et ce qui, moi, m'étonne encore, c'est qu'ils ont dû renoncer avant le hijab parce qu'ils étaient menacés. Voilà. Leurs salariés, ils craignaient pour la vie de leurs salariés. Alors par contre là, les politiques, etc., on les a pas entendus pour se plaindre et condamner le cyberharcèlement, se plaindre et craindre pour la vie de ces pauvres gens qui travaillent. Non, en fait, c'est comme si ils avaient cherché en fait finalement ces menaces. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est fou, c'est que finalement, c'est Nike qui va avoir le marché. Voilà. Au final, quand on parle de patriotisme économique, là, on se demande, on marche un peu sur la tête. Ouais, c'est ça. Et là aussi, il y a vraiment une contradiction dans ce discours-là de, le fait de poser les femmes qui décident de porter le hijab comme faire le jeu de l'islamisme radical. C'est-à-dire que d'un côté, on dit on fait pas d'amalgame, et là, la femme qui porte un foulard, ah non, mais elle, c'est sûr que son père la tape, son frère la soumet, elle porte ça parce qu'elle est obligée, mais elle nous fait croire qu'elle ne sait pas le cas. Ouais. Et en même temps, il y a tout ce travail, toute cette résistance au concept du mot islamophobie.
C'est-à-dire que on est dans une résistance en se disant non mais ça n'existe pas. C'est de la parano. Donc on dit islamophobie ou aussi racisme anti-musulman. Bon, mais islamophobie pour moi c'est quelque chose de encore plus parce qu'il y a le mot islam à l'intérieur. Enfin et que je trouve que cette résistance-là, elle dit quelque chose en fait de notre société. Elle est choquante parce qu'il y a quand même des organisations comme SOS Racisme, la LICRA, qui refusent d'employer le terme islamophobie parce qu'ils disent que c'est un terme qui est destiné à empêcher toute critique de l'islam. Et c'est un mot pourtant qui est reconnu par des instances internationales comme les Nations Unies ou même en France par la CNDH, la Commission nationale des droits humains. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, ce refus du terme islamophobie ? C'est nier une réalité bien française, en fait, qui est cette peur de l'islam et du foulard. Donc ça voudrait dire que si, par l'islamophobie, accepter qu'il y ait une islamophobie, c'est étouffer finalement, on reviendra à étouffer leur racisme anti-musulman qu'ils aimeraient pouvoir en fait régurgiter comme ça de manière très libre sur les plateaux en fait, et que l'islamophobie vient dire non c'est pas une opinion et c'est un délit. Je pense que c'est ça en fait la résistance. Et puis une fois plus, c'est que pour eux on peut pas être musulman et victime. En fait, on est musulman et forcément coupable. Donc, des victimes de l'islamophobie ont cherché, en fait, ces propos discriminatoires, racistes ou ces passages à l'acte. Je pense que c'est pour ça qu'il y a ce rejet de l'islamophobie. Mais voilà, comme tu le disais, ça c'est vrai, il y a des liens et des ponts très, très forts entre islam et islamophobie. C'est toute cette hystérie autour de l'islam, autour du foulard, en fait, raconte quelque chose de l'histoire. En fait, je pense que c'est la France n'a pas réglé quelque chose de l'histoire, et notamment donc de son passé colonial. Et ce qu'elle oublie beaucoup, en fait, la France, c'est que c'est elle qui nous a fait français musulmans. Et c'était un statut juridique. C'était un statut juridique, donc. On ne pouvait pas être français tout court. On avait nos parents, nos grands-parents qui ont vécu dans cet empire colonial étaient français musulmans, pas français tout court. On leur avait refusé la citoyenneté. Et puis en fait, nous, les enfants et petits-enfants arrivent et on réclame le droit d'être... Enfin, on est de fait, de facto, français tout court, avec cet islam qui, du coup, se fond complètement en fait, dans cette francité. Il n'y a plus cette dissociation et cette opposition entre français et musulmans. C'est qu'on est... Et c'est ça, en fait, tellement pleinement français que c'est même pas qu'on réclame, c'est que l'on pratique, en fait, ce corpus, en fait, de règles qui est associé finalement cette appartenance à l'islam comme pour d'autres religions, parce qu'on n'a pas, une fois de plus, à se cacher. Nos parents, parce qu'on nous dit souvent, vos parents étaient assimilés, oui, nos parents étaient acculturés, puis il y avait aussi cette idée qu'ils étaient là, mais de manière transitoire, qu'ils allaient repartir et donc pouvoir revivre leurs identités. Et alors nous, du coup, on est tellement à l'aise avec le fait d'être français, que du coup, on exprime toutes ces identités-là. Je veux juste préciser une chose avant de te donner avant que tu reprennes la parole, Grace, sur le fait de critiquer la religion. En droit français, le fait c'est la liberté d'expression par rapport aux religions, le fait de critiquer une religion, c'est protégé. Et c'est vraiment différent de critiquer une religion que de s'en prendre à des gens parce qu'ils sont croyants ou assimilés ou perçus comme les croyants ou croyantes d'une religion. Ce sont deux choses différentes. Dans un cas, il y a du racisme et dans l'autre, en fait, c'est juste la liberté d'expression et de critiquer. Sauf que le problème avec l'islam, c'est que quand on critique l'islam, ça part très vite en vrille, en fait. Et en fait, on stigmatise les musulmanes et les musulmans. C'est pour ça que la frontière... C'est ça, mais du coup, c'est pour ça que la frontière est très ténue entre la critique de l'islam et le racisme dirigé contre les musulmans. Et c'est peut-être ça, en fait, qui les gêne avec l'islamophobie. C'est que ça les obligerait, finalement, à une certaine rigueur. Là où ils ont envie d'être libres d'exprimer, en fait, leur xénophobie. Alors, j'aimerais citer un sondage réalisé pour l'Observatoire de la laïcité en janvier 2019. Donc 73% des personnes qui ont répondu au sondage se déclarent attachées à la laïcité telle que définie par le droit. Donc ça veut dire que c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et 67% des répondants estiment que la laïcité est trop souvent instrumentalisée par les personnalités politiques. Une forte proportion, 60%, trouvent que trop souvent dans les médias, le débat public, on ne parle de la laïcité qu'à travers la polémique, qu'on n'explique pas assez ce qu'elle est, 52%, ou encore qu'on ne parle on ne parle de la laïcité qu'à travers l'islam. 49%. Donc en fait, il y a une forte quand même réflexion autour de ça. Je pense que ce qu'on voit dans les médias, c'est le haut de l'iceberg, mais il est quand même très, très important, très, très puissant.
Et d'ailleurs, des polémiques, il y en a plein. Et on voudrait aussi parler de l'abonnement proposé par les sénateurs, enfin par un groupe de sénateurs, les Républicains, dans le corps de la loi Blanquer qui va être votée bientôt, pour la loi qui est dite pour une école de la confiance. Il faut les aider à trouver des noms plus stylés pour leur loi. Parce que là... Et puis crédibles surtout. Qui sont en train d'exclure, de vouloir exclure de l'accompagnement scolaire, donc des sorties scolaires, les mères qui portent le foulard. Ouais, c'est terrible. Et ce qui est ouf, c'est que le communiqué, parce que théoriquement, c'est un amendement qui a vocation à demander la neutralité aux parents, mais le communiqué des Républicains parlait explicitement du voile. Enfin, donc du coup, et c'est pas légal de viser spécifiquement une religion. On doit demander une neutralité, d'ailleurs qui ne peut pas se résumer au port de signes religieux, mais c'est une neutralité d'opinion politique, une neutralité d'opinion religieuse, etc. Mais là, et les Républicains sont tellement détendus qu'ils n'ont même pas fait semblant, en fait. C'est un racisme qui est tellement décomplexé, genre ouais, c'est vous qu'on vise, et après, ouais, c'est limite ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, bah rien, effectivement. Parce que même sur le terrain juridique, ça prend toujours des années, quoi. Parfois, c'est sur 10 ans pour que la Cour européenne des droits de l'homme puisse nous pondre une décision pour dire oui, en fait, vous avez discriminé. Ou même quand on a le comité des droits de l'homme de l'ONU, bon, certes, leurs décisions n'ont pas de valeur contraignante. Quand elle dit à la France, ouais, vous êtes allé trop loin, en fait, non, vous n'avez pas respecté, en fait, finalement, les libertés et tout, vous devriez réviser, en fait, votre législation. En fait, ils n'en ont que faire. Ils n'en font rien, en fait, de toutes ces décisions-là. Donc, non, il y a, comme tu parlais tout à l'heure, grâce de cette résistance, et on est complètement dans ça. Ça me fait penser, en fait, en tout cas pour la laïcité, qu'est-ce que ça dit aussi? C'est que, tout à l'heure, je parlais de l'ignorance de l'histoire, en fait, de France, mais aussi l'ignorance du droit. Enfin, on a tout entendu, et surtout n'importe quoi sur la laïcité, et d'entendre des représentants de l'État complètement dévoyer le sens de la laïcité, trahir la lettre et l'esprit de la laïcité, je me dis, mince, vous n'êtes pas digne, en fait, finalement, de votre fonction. Moi, je pense qu'on devrait faire passer des QCM en droit, en fait, à tous ceux qui veulent se présenter à des élections. C'est juste pas possible de semer aussi la confusion comme ça dans l'esprit français. Moi, je trouve ça que c'est irresponsable, et même presque criminel. C'est que justement, on les désarme d'un savoir qui devrait avoir sur ces questions-là, qui sont des fondamentaux. Oui, parce que le devoir de neutralité qui s'impose aux fonctionnaires, aux agents de l'État, il n'affecte pas les personnes qui sont usagers du service public. Donc les femmes, les mères. Déjà, moi, je voudrais dire que je suis mère dans une école primaire. Des personnes qui accompagnent les sorties scolaires, il n'y en a pas. Ok, d'accord. Donc en fait, les enfants ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a pas d'accompagnant. Donc quand il y a une personne qui se porte volontaire pour accompagner, mais elle est bienvenue, c'est-à-dire que elle peut, enfin, je veux dire, quel est le rapport et puis quel message on envoie à ses enfants? Mais c'est ça, et surtout, bon, ok. Sur le plan pragmatique, c'est quoi le risque? Il y a une personne qui vient, elle porte un foulard. C'est quoi le risque en fait pour nos enfants? Que tout le monde se convertisse. C'est du prosélytisme religieux. Il y a un fantasme de dingue là, c'est-à-dire que la maman d'un copain de mes enfants qui accompagne, qui donne de son temps, qui vient pour que mon enfant il mette sa culotte à la piscine. Ah mais tu vois, donc c'est quoi le risque que mon fils il va parler, s'il parle arabe tant mieux. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi je trouve ça tellement absurde. Ouais, et puis qu'est-ce qu'on fait alors surtout de l'intérêt supérieur de l'enfant dans son épanouissement et puis dans son rapport avec sa maman, si on lui dit non, ta maman va pas pouvoir t'accompagner à l'école parce qu'elle prend un foulard. La violence d'un propos comme celui-là, et puis alors après aussi le regard de l'enfant sur sa maman qu'il voit comme une criminelle ou qui après du coup la voit comme un être complètement diabolisé ou déshumanisé. Est-ce qu'il va avoir aussi ce même respect en fait vis-à-vis de sa mère? Est-ce qu'il va pas lui en vouloir même finalement et de lui aussi participer à cette démarche de rendre coupables les femmes qui portent le foulard? Je trouve que les risques sont énormes en fait autour de cette interdiction pour les femmes qui portent le foulard, et j'espère que c'est juste une espèce de déclaration comme ça, politique, qui cherche encore à dissimuler les vrais problèmes en France, et que ça n'ira pas jusqu'au bout. Ce que tu disais est très juste par rapport à la laïcité, donc il faut le rappeler, comme l'a dit Grace, c'est la séparation de l'État et des églises, donc ça veut dire que l'État ne reconnaît officiellement aucune religion, et que du coup il y a une égalité de toutes les religions face à l'État, et surtout ça inclut la liberté de culte et la liberté d'expression. Donc exprimer sa religion, c'est autorisé. Et
du coup, je voudrais revenir sur après la dernière polémique sur les sorties scolaires, hein, sachant que les mamans ne sont pas des agents de l'État, donc elles ne sont théoriquement les mamans et les papas, mais bon, il se trouve qu'il n'y a pas de papa qui accompagnent les sorties scolaires. Mais bon, en tout cas, les parents ne sont pas des agents de l'État, donc ils ne sont pas soumis à cette obligation de neutralité qui n'incombe qu'aux fonctionnaires, comme tu l'as dit. Et donc le journaliste Sébastien Abdelhamid a listé sur Twitter le nombre de cas où des femmes voilées avaient été empêchées de vivre, je crois qu'on peut dire ça. Donc lui, il a posé la question: qui tient la checklist des interdictions pour les femmes voilées en France? Il a mis interdiction d'aller à la piscine, de travailler, d'avoir du matériel adéquat pour faire du sport, d'étudier et aujourd'hui d'accompagner les enfants en sortie scolaire. Et il a mis l'interrogation respirer aussi. Et donc moi je lui ai répondu sur Twitter et j'ai ajouté être responsable syndical, chanter dans The Voice, être dans le public d'une émission télé, être nounou, être puéricultrice, être bénévole dans une œuvre caritative, big up les Restos du Cœur, porter une jupe longue, avoir un stand dans une foire, vendre sur un marché de Noël, avant qu'on me signale aller au restaurant et que je me rappelle être candidate au régional. Et je suis sûre que cette liste n'est pas exhaustive. Alors, c'est quand même assez paradoxal de défendre la liberté des femmes et en fait de les empêcher de faire quoi que ce soit qui implique le fait de sortir de chez elles et de se montrer visible à la majorité. En fait, finalement, c'est eux qui emprisonnent hein. Ces femmes. C'est pas les frères et les pères. Hein. C'est les pouvoirs publics qui cherchent à emprisonner ces femmes. Après, moi, j'ai vu aussi le tweet d'une personne en réponse à Sébastien Abdelhamid qui lui a dit « Oui, il y a toutes ces interdictions, mais les femmes qui portent le foulard bravent ces interdits. Et elles sont courageuses, et elles sont audacieuses, et elles créent, elles font des choses, elles sont entrepreneuses. » Enfin, le nombre, et tu sais aussi Rokhaya, tu viens aussi tu connais très bien ce tissu associatif, ou même d'entrepreneurs sociaux, le nombre de femmes qui portent le foulard et qui sont créatives, qui créent des belles choses, que ce soit dans le milieu de l'audiovisuel, dans le milieu de la mode, et j'en passe. Sauf qu'on met pas la lumière en fait sur ces belles réussites. Et moi, ce que je peux me permettre un peu de reprocher à certains influenceurs un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'on les entend beaucoup quand effectivement il y a, et ça se comprend, c'est légitime, hein, des lois ou des projets de loi ou des propositions de loi liberticides et tout ça, mais on les entend très peu quand il s'agit de mettre, en fait, d'honorer ces femmes qui comment dire, essaient d'être elles-mêmes, en fait, qui essaient de déconstruire des préjugés et qui font. Et voilà, moi, j'avais juste envie de passer ce petit message parce qu'effectivement, on parle, et j'ose le dire, il y a une islamophobie, et le problème de l'islamophobie en France, c'est que ils n'ont peut-être pas conscience, c'est que elle est aussi instrumentalisée de l'autre côté, mais au sein en fait de la ou des communautés musulmanes. Parce que du coup, pour une femme qui a envie de porter son foulard et qui se retrouve du coup qu'à devoir postuler dans des entreprises dites communautaires, on va faire très vite, ou dans des associations communautaires, eh ben, elles sont payées à coups de lance-pierre, mais en fait, on sait très bien qu'elles vont patienter bien gentiment parce qu'elles ont besoin de travailler. Et donc, du coup, elles travaillent dans des conditions qui sont, pour moi, indignes, surtout eu égard à leurs compétences, à leur formation. Donc, je pense qu'il faut aussi appeler à la responsabilité des deux côtés. Effectivement, dans les groupes dominants qui nourrissent cette islamophobie et qui font peur aux gens. Et de l'autre côté, dans ces communautés-là, leur dire... elles sont discriminées, elles sont victimes. Ne profitez pas en fait finalement de cette position-là pour qu'elles servent aussi quelque part votre business et vos intérêts. Donc je pense qu'il faut aussi appeler aux responsabilités de toutes et tous. C'est intéressant de voir que c'est une discrimination, en tout cas l'islamophobie, qui est très genrée et qui paradoxalement fragilise les femmes. Et là où on accuse les hommes musulmans d'opprimer les femmes musulmanes, en fait, on leur donne les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont sexistes comme tous les autres. Enfin, il y a du sexisme dans les communautés musulmanes comme partout ailleurs. Et finalement, ça peut renforcer le sexisme en permettant à des hommes d'exploiter des femmes qui sont en fragilité économique et même professionnelle. Quoi. Complètement. C'est parfaitement bien résumé. Je l'ai vu, j'en ai été témoin. Déjà, je l'ai expérimenté moi-même parce que du coup, on se retrouve dans un lieu où on se dit « Ah super, je vais pouvoir porter le foulard. Ah mais super et tout, je vais pouvoir prier à l'heure et tout. » Mais à quel prix ? À quel prix ? Parce qu'au bout du compte, quand on rentre, on se dit « Mais non, ma place, elle n'était pas là, en vérité. » Puis, en vérité, j'avais le droit de travailler, de continuer à travailler dans des entreprises. Et donc, finalement, après, il y a cette voie de l'entrepreneuriat. Alors, tout le monde célèbre l'entrepreneuriat. Ouais, moi, je suis aussi entrepreneuse, mais j'ai été obligée de le faire. Ça n'a pas été mon choix premier. Donc, je m'épanouis dans ça. Mais il y a aussi cette précarité, il y a cette prise de risque dont on se serait bien passé, en fait. Il y avait ce confort dans le salariat. Moi, je trouve qu'il y a aussi un confort dans le salariat. Et c'est un frein, je trouve, à la créativité par ailleurs. Mais il y a aussi un confort et les gens ont le droit de chercher un confort. Et ben ça aussi on nous l'enlève ça. Et
c'est ça, ces discriminations, je pense, et j'espère qu'ils ne mesurent pas l'ampleur des dégâts psychologiques en fait de ce type de discrimination. Moi, je suis plutôt heureuse et je m'en sors plutôt bien parce que avec ou sans mon foulard, j'ai une personnalité, je suis plutôt combative, je suis plutôt patiente, plutôt résiliente, etc. Mais le nombre de femmes qui n'ont pas cette force de caractère et qui aujourd'hui sont complètement murées dans un silence. On leur a confisqué leurs paroles et puis on leur a confisqué même pour certaines même leur vie. Et je pense que c'est une réalité qui est méconnue. Donc, j'ose espérer, j'essaie de leur accorder le bénéfice du doute et je me dis qu'ils sous-estiment l'ampleur et la portée de toutes ces polémiques et de toutes ces lois dont ils pensaient que ça nous libérait, mais qui plutôt nous oppressent. Ouais. Alors on va terminer. C'est quand même une question. Je sais qu'on doit finir, mais moi il y a une question qui nous tient à cœur. Ouais. C'est la question de la fétichisation des corps en France, parce que je pense que quand même toutes les polémiques autour du voile ont quand même trait au fait que on est dans un pays où beaucoup d'hommes ont l'impression qu'ils doivent forcément pouvoir regarder les femmes comme il leur convient. Et donc je voudrais porter à votre connaissance, je suis sûre que vous l'avez vu, mais bon, vous rappelez ce tweet du journaliste qui s'appelle Jean Quatremer, qui avait dit à l'époque de la polémique sur le hijab Décathlon, donc je le cite, que signifie le port du voile? Le refus absolu du mélange et le rejet de l'autre. Cette femme proclame dans l'espace public qu'elle n'aura jamais de relation amoureuse ou sexuelle avec un non-musulman. C'est violent. Pauvre Jean Quatremer. Bref, l'exclusion n'est pas là où on croit, dit-il. Alors moi, je veux juste prévenir Jean Quatremer que c'est pas parce qu'on n'est pas voilé qu'on a envie de coucher avec lui. Juste que ce soit très clair qu'il n'interprète pas le fait de pas se voiler comme un signal de c'est ok, c'est ouvert. Mais ça, c'est un truc aussi c'est l'obsession du corps de la femme. Et John Scott, qui est historienne américaine, qui en parle d'ailleurs dans son livre qu'est-ce qui pose un problème justement aussi avec le foulard, c'est que le foulard, il dit non, mon corps n'est pas disponible en fait. Tu pourras pas le regarder comme tu pourras et c'est moi qui le contrôle. Donc c'est reprendre le pouvoir sur son corps qui dérange ce monsieur, par exemple, typiquement. Et il y a un truc que je me souviens, Tadei avait dit dans une de ses émissions que j'ai trouvé très drôle et très pertinent. Il disait... pareil, que ça fait écho à ce que tu viens de dire, Rokhaya, le tweet que tu viens de partager. Les musulmanes ne peuvent se marier, par exemple, qu'avec des musulmans. Et après... Il dit, les socialistes se marient avec des socialistes, les gens de droite se marient avec des gens de droite. Voilà. Les médecins avec les médecins. Et les médecins avec les médecins. Et donc, il y a une forme aussi un corporatisme, un communautarisme aussi. Et en quoi c'est dérangeant quand c'est les musulmans, en fait, parce qu'ils se marient, parce qu'ils ont des centres, quelque part, une sensibilité commune. Et je me souviens que l'islamophobe qui était sur le plateau, je vais même pas le citer pour pas faire de pub, s'est retrouvé complètement, il était complètement hébété. Voilà, et c'est ça en fait, c'est que, en plus de ça, ceux qui nous empêchent d'être ce qu'on est, ils nous disent oui, mais non, nous on veut l'unité nationale. Ils veulent se marier avec toi, c'est ça en fait. Ils sont dégoûtés. C'est moi qui choisis les mecs. Non, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils disent, je me souviens que l'élu là, du Front National, mais c'est bien de rappeler que c'est des gens du Front National, ce Rassemblement National, c'est édulcoré, ça a l'air sympa et tout. Cet élu du Front National a dit non, mais vous sortez de cette communauté nationale, nous c'est l'unité. Mais en fait, la laïcité ou la République française, c'est l'unité, mais c'est pas l'uniformisation. Et il y a vraiment cette confusion en fait entre les deux. On doit pouvoir exprimer nos identités. Et puis si on s'intéressait à d'autres champs comme la psychologie et la psychanalyse, qui nous enseignent qu'un individu n'a jamais qu'une identité, mais plusieurs identités. Un individu avec une seule identité, ça n'existe pas. Et moi, en tout cas, je peux me permettre de conclure. Je vous laisse la conclusion pour vous, mais pour ma part, j'ai envie de leur dire que le foulard, justement, c'est pas l'étendard d'un islamisme radical ou de l'oppression, c'est l'étendard de la République française dans la multiplicité de ces histoires. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais, mais j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Donc, nous arrivons à la fin de ce numéro de Kif Taras sur le foulard, les musulmanes et le droit finalement pour elles de s'exprimer par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Merci à Nadia Lazouni, journaliste et productrice, de nous avoir livré son expertise et son expérience. Vous pouvez la suivre en vous abonnant à son média Speak Up Channel sur YouTube et découvrir son émission, le Nadia Lazouni Show, qui vous permettra de voir des personnes qu'on voit peu dans les autres médias et de les entendre prendre enfin la parole sous son
contrôle et grâce à ses interviews. C'est pas une preuve de liberté tout ça. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener avec Nadia. Si vous aussi vous posez des questions sur les débats actuels sur le foulard, sur la restriction des droits des femmes musulmanes à se vêtir comme elles le veulent, ou si au contraire vous trouvez qu'il faut imposer une seule vision de la femme et que c'est la vôtre, écrivez-nous à kiftaras@binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast de Binge Audio réalisé par Jules Cros. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras qui sera le dernier épisode de la saison. Merci beaucoup Grace. Merci Rokhaya. Merci Nadia. Merci mesdames encore pour l'invitation. Merci, c'était un plaisir. Mais oui, plaisir partagé.